Bonjour et bienvenue. Alors, pour commencer, parlons d'une situation que je pense beaucoup de gens connaissent. C'est la fin de la journée, on est devant son écran et on a, quoi, une dizaine, une vingtaine d'onglets ouverts. Ah oui? Un site d'actu, des blogs à lire plus tard, une chaîne vidéo, un podcast. On a cette impression de toujours courir après l'info, de jongler en permanence. Et puis, il y a cette petite angoisse là de rater un truc important. C'est exactement ça. On parle même d'épuisement informationnel. Le défi, avant, c'était de trouver l'information. Aujourd'hui, le vrai défi, c'est de la filtrer. C'est ça. Et le problème, c'est que les outils qu'on utilise tous les jours, les réseaux sociaux, les grands portails d'actu, ils sont pas faits pour nous aider à filtrer. Leurs algorithmes, ils sont optimisés pour une seule chose, nous garder le plus longtemps possible. Notre temps d'attention, quoi. Exactement. La pertinence pour nous, elle passe souvent au second plan. La question, c'est comment on reprend le contrôle? Et c'est précisément le sujet aujourd'hui. On va explorer une autre approche avec un outil qui s'appelle FreshRSS. D'après les tests qu'on a pu faire, c'est une solution open source qu'on peut héberger soi-même et qui promet de tout rassembler en un seul endroit. Hmm. Notre objectif, c'est pas juste de faire une liste de fonctions, mais vraiment de comprendre la philosophie derrière. Est-ce qu'on peut vraiment se créer un flux d'infos plus simple, plus maîtrisé? On va voir ce que c'est, ce que ça fait, et surtout, on va essayer de démystifier un peu ce mot, l'auto-hébergement. D'accord, alors, commençons par le début. Le concept de base de FreshRSS, c'est ce qu'on appelle un agrégateur de flux RSS. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas forcément, l'idée est assez simple en fait. C'est un peu comme un abonnement à un magazine, mais pour le web. Au lieu d'aller visiter tous les jours ses 10 ou 20 sites préférés pour voir s'il y a du neuf, Ce qui prend un temps fou. exact, on s'abonne à leur flux. Et dès qu'un nouvel article sort, il arrive directement dans notre lecteur. FreshRSS, c'est cette boîte aux lettres centrale pour toutes nos sources. Oui, et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas juste une question de confort. C'est un vrai changement de paradigme. On passe d'un mode où on va chercher l'info à un mode où l'info vient à nous, mais selon nos règles. D'accord. Et c'est là que deux mots-clés de FreshRSS deviennent vraiment fondamentaux. Logiciel libre et auto-hébergé. Alors, expliquons un peu. Logiciel libre, ça veut dire que le code est ouvert, que tout le monde peut voir comment c'est fait. C'est ça. Plus précisément, c'est une licence AGPL 3. Sans rentrer dans les détails techniques, ça garantit que le projet restera toujours ouvert, toujours communautaire. Et puis, il y a l'auto-hébergement, et ça, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est-à-dire, Ça veut dire que c'est vous et personne d'autre qui installez et contrôlez le logiciel. Et donc, vous contrôlez toutes vos données. Il n'y a aucune publicité, aucun suivi de ce que vous lisez. C'est un choix, en fait. Un choix pour sa tranquillité d'esprit. et pourtant, malgré cette approche assez engagée, on a vu dans nos tests que l'outil reste très simple à utiliser. Il est pensé pour être léger, rapide. J'ai aussi noté une fonction intéressante, le mode multi-utilisateur. Ah oui. On peut imaginer une famille ou une petite équipe qui partage la même installation, mais chacun a son propre compte, ses propres flux. C'est plutôt bien pensé. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde les fonctions un peu plus avancées. On voit que c'est pas juste un lecteur. Non, clairement pas. Les tests montrent qu'on peut centraliser bien plus que des articles. On peut y suivre des chaînes vidéo, des podcasts. L'idée, c'est vraiment de se créer son propre hub, loin des plateformes qui nous poussent toujours du contenu qu'on n'a pas forcément demandé. Et ça, au quotidien, ça change tout. On n'est plus victime du binge-watching algorithmique, par exemple. On choisit de suivre un créateur pour son travail, et c'est tout. On passe d'une consommation un peu passive à la construction d'une base de connaissances qui nous ressemble. Tout à fait. Et ça va même plus loin, un cas pratique qui m'est arrivé. J'adore un petit site de niche, un peu artisanal, mais il propose pas de flux RSS. Ça a été frustrant, je devais y aller à la main. Le cas classique. Exactement. Eh bien, FreshRSS a une fonction pour ça, le web scraping. On lui donne l'adresse de la page, on lui montre où sont les titres des articles, et c'est lui qui va scanner la page pour créer un flux. C'est vraiment puissant. Ce qui est fascinant avec cette fonction, c'est qu'elle illustre bien cette reprise de pouvoir. C'est nous qui décidons de ce qu'est une source d'infos. Bien sûr, il faut l'utiliser raisonnablement pour pas surcharger les petits sites. Mais la possibilité est là. Oui. Et dans la même idée, il y a la création de ses propres flux. Ça, pour moi, c'est ce qui transforme le lecteur en outil de veille. J'ai testé, je suis beaucoup d'actu tech, mais je m'intéresse surtout à l'IA générative. D'accord. J'ai pu créer un flux virtuel qui ne me remonte de toutes mes sources que les articles qui contiennent ces mots-clés. Au lieu de lire des centaines de titres, j'ai un résumé ultra ciblé, le gain de temps est énorme.
On devient son propre rédacteur en chef, en quelque sorte. On ne choisit plus seulement les journaux, on choisit les articles. C'est un niveau de personnalisation qu'on trouve nulle part ailleurs dans les outils grand public. Une dernière fonction qui m'a marqué, c'est la compatibilité avec un protocole qui s'appelle WebSub. Pour faire simple, la plupart des lecteurs vont interroger les sites, toutes les heures par exemple. Oui, pour voir s'il y a du nouveau. C'est ça. Avec WebSub, l'info est poussée en temps réel. Dès qu'un article est publié sur un site compatible, FreshRSS est notifié. Pour de l'actualité très chaude, c'est un vrai plus. En fait, quand on met tout ça bout à bout, ce qui est impressionnant, c'est le niveau de maîtrise qu'on atteint. Chaque fonction qu'on vient de décrire nous donne un outil pour sculpter notre environnement d'information. Et c'est pas un gadget. Non. La documentation et les retours montrent que ça peut gérer des volumes énormes. On parle de plus d'1 million d'articles, des dizaines de milliers de flux. C'est un outil robuste, pensé pour durer. On est vraiment sur une plateforme personnelle de gestion de la connaissance. Tout ça a l'air vraiment bien, mais ça repose sur ce fameux auto-hébergement. Et c'est souvent là que ça peut faire un peu peur. Le mot lui-même a l'air technique. Est-ce que c'est réservé aux experts en informatique? C'est la question clé, et c'est important de démystifier ça. L'auto-hébergement, c'est un peu comme comparer le fait d'être locataire ou propriétaire de sa maison. Ah, j'aime bien l'image. Quand on utilise un service en ligne, on est locataire. C'est facile, mais le propriétaire a les clés, il peut changer les règles. Auto-héberger, c'est être propriétaire. Ça demande un petit effort au début pour l'installation, mais après, on est chez soi. Personne ne regarde par-dessus notre épaule. Et concrètement, ça implique quoi? Il faut une grosse machine. Les prérequis sur la page GitHub du projet sont assez clairs, et ça n'a pas l'air si terrible. Non, pas du tout. Ça peut tourner sur un tout petit ordinateur, un Raspberry Pi, ce qui est assez fou, ou alors on peut louer un petit serveur chez un hébergeur comme Contabo ou Infomaniac pour quelques euros par mois. Donc l'accès est quand même assez large. La barrière matérielle est très basse, et côté logiciel, c'est la même idée de flexibilité. Il faut des choses standards. Un serveur web, du PHP, une base de données. Mais là encore, on n'est pas coincé. Que l'hébergement propose du MySQL, du PostgreSQL ou même une solution très légère comme SQLite, FreshRSS s'adapte. Donc, en résumé, la raison de faire ce petit effort, c'est cette fameuse souveraineté des données. C'est exactement ça. C'est le cœur de la proposition. Les sites qu'on lit, les articles qu'on met de côté. C'est une carte incroyablement précise de nos centres d'intérêt, de nos préoccupations. En auto-hébergeant, cette carte, elle reste privée. Elle est chez nous. Elle est chez nous. Pas sur le serveur d'une entreprise qui l'analyse pour en tirer de la valeur. D'ailleurs, la documentation donne un conseil de sécurité qui est simple, mais fondamental. Oui, j'allais en parler. C'est un point un peu technique, mais vraiment important. Il est recommandé de configurer son serveur pour que seul le dossier P soit accessible depuis Internet. Le dossier Data, lui, qui contient toutes les données personnelles, la configuration, il doit rester complètement inaccessible de l'extérieur. C'est une précaution de base, mais ça garantit que nos données restent en sécurité. Un autre aspect qui ressort, c'est que l'outil n'est pas figé. Il y a tout un système de thèmes pour changer l'apparence et des extensions pour rajouter des fonctions. Ça permet de se l'approprier, d'en faire un espace qui nous ressemble. Et ça nous amène à une idée clé. FreshRSS, c'est pas un produit qu'on achète. C'est un projet communautaire qui est vivant. C'est toute la force de l'open source. C'est-à-dire, Un produit commercial, il peut être arrêté du jour au lendemain si l'entreprise décide que ce n'est plus rentable. Un projet open source, en bonne santé, lui, il vit tant que sa communauté est là. Et celle de FreshRSS, elle est clairement très active. Et ça, on le voit où concrètement? Le meilleur indicateur, c'est l'internationalisation. Quand on regarde les données sur la page GitHub, on voit que le projet est traduit dans plus de 20 langues. Et ce sont des vraies traductions humaines. Le français et l'anglais sont à 100%, l'allemand à 95%, l'espagnol à 88%. Ah oui, c'est précis. Ça montre que des gens partout dans le monde utilisent l'outil et prennent le temps de contribuer. Ça dessine le portrait d'un projet qui est vraiment utilisé et apprécié. Donc, si on a un problème ou une idée, on n'est pas face à un mur. Pas du tout. La page GitHub, c'est une sorte de place publique. On peut signaler un bug, discuter avec les développeurs, suggérer une nouvelle fonction. On passe du statut de simple consommateur de logiciels à celui de participant à un écosystème. C'est une relation beaucoup plus saine à la technologie. Bon, alors si on essaye de synthétiser un peu tout ça, au-delà de l'outil, FreshRSS, c'est une réponse assez forte à ce sentiment d'être submergé par l'information. C'est la promesse d'un contrôle total sur ce qu'on lit, sur nos données, sur notre expérience. Oui. Ce n'est plus juste un agrégateur, ça devient une sorte d'assistant personnel pour organiser sa pensée. C'est la bonne conclusion. Dans cette économie de l'attention où des ingénieurs conçoivent des flux pour nous rendre accros, des outils comme FreshRSS, c'est une démarche de
de résistance douce. C'est un acte volontaire. C'est dire, je préfère choisir activement ce qui nourrit mon esprit plutôt que de me faire servir un buffet à volonté conçu par quelqu'un d'autre. C'est une forme d'hygiène numérique. Une manière de se réapproprier son temps de cerveau, en quelque sorte. Tout à fait. Et ça nous amène à une question de fond, une pensée à garder avec soi. Si on arrêtait de laisser les algorithmes être les rédacteurs en chef de notre vie et qu'on prenait vraiment ce rôle, à quoi ressemblerait notre journal personnel du monde? Quelle voie, quelle perspective on choisirait d'y mettre chaque jour? Et la question la plus importante, à la longue, en lisant ce journal-là plutôt qu'un autre, quelle personne deviendrait-on?